Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session du cycle de conférence de l'Université populaire sur le retour à la Terre, qui portera du coup sur les jardins, j'ai mis les jardins partagés, mais du coup c'est les jardins collectifs. Je suis Bailly Frédéric, je suis post-doctorant à Grenoble École de Management, au sein de la chaire Territoire en transition. Donc on travaille beaucoup sur des thématiques de durabilité et où on essaye de faire le lien entre recherche et un côté opérationnel, à la fois auprès des collectivités, mais aussi des acteurs privés, des entreprises. Et j'ai fait ma thèse, que j'ai terminée il n'y a pas si longtemps, 3 mois du coup, sur les jardins collectifs, du coup, sur le territoire lyonnais. Voilà pour cette courte présentation. C'est assez... J'aime bien raconter cette histoire. Moi, j'ai découvert les jardins, en l'occurrence, j'ai découvert les jardins partagés au départ, tout simplement au travers de pérégrination urbaine. J'aime bien faire de la photographie, j'aime bien me promener, j'aime bien découvrir aussi les espaces de la ville de Lyon, là où j'habite. Et j'ai découvert, un jour, en montant un escalier plus exactement, entre le quai et Croix-Rousse, j'ai découvert une sorte d'oasis de verdure pris au milieu de l'urbain, dans une montée, et ça m'a beaucoup étonné. Je voyais des jardiniers s'affairer, faire beaucoup de choses sur un terrain qui me paraissait relativement étroit. Et donc, en tant que à l'époque apprenti sociologue, moi, ça m'a posé tout un ensemble de questions. Comment ça fonctionne, pourquoi. La première question qui m'est venue d'ailleurs, c'était pourquoi. Pourquoi jardiner collectivement, alors que on a toujours dit que le jardinage c'était quand même plutôt une pratique qui était individuelle. Et donc ça m'a interrogé sur beaucoup de points, comment ça fonctionnait, à qui appartenait le terrain notamment, comment il s'organise, est-ce qu'il y a une récolte évidemment, qui est ensuite une question que le public pose beaucoup aux jardiniers, est-ce qu'il y a une récolte, comment vous faites, etc. Donc voilà un petit peu comment moi j'en suis arrivé à travailler sur cette idée de jardin collectif. Alors ce que vous allez voir ici, c'est que je vais aborder d'une part, moi ce que j'ai fait dans ma thèse en fait, c'est que je suis parti vraiment de l'histoire, essayer de retracer un peu l'histoire de ces formes de jardinage. Je me suis posé une question assez simple, je me suis dit mais ces jardins collectifs, c'est pas quelque chose de nouveau, les jardins partagés, alors montrer, je pense que la plupart d'entre vous le savent, ils sont arrivés en 97 en France, mais je me disais, est-ce qu'il n'y a pas des formes antérieures qui préexistaient et qui ont amené justement, qui ont posé les premières pierres, les premières graines de ces jardins-là. Donc on va remonter ici dans cette présentation, alors on va aller aux États-Unis, on va remonter à la fin du 19e siècle pour voir d'où vient justement cette inspiration des jardins collectifs, pardon. Et puis je vous présenterai rapidement les jardins lyonnais dans leur ensemble. Alors c'est plutôt présenter un petit peu comment ils se sont développés en fait sur le territoire, parce que l'histoire est aussi intéressante. Et puis après j'aborderai un petit peu aussi l'autre cœur de mon sujet, qui est comment ces jardiniers-là se représentent le jardin, qu'est-ce qu'ils pensent du jardin, qu'est-ce que doit être le jardin pour eux. Et je me suis intéressé dans ma thèse à la fois donc, aux acteurs jardiniers, et puis aussi du côté des collectivités, qu'est-ce qu'on pense de ces espaces-là, comment on se représente aussi ces espaces-là. Et puis j'aborderai un peu plus rapidement la diversité des pratiques qui s'opèrent sur ces jardins, puisque c'est aussi à ça que je m'intéressais, c'est qu'est-ce qui se passe sur ces jardins, qu'est-ce que ces jardins permettent de produire, pas que en termes de production, de légumes, mais ils produisent bien d'autres choses. Et puis comment ces jardins permettent aussi, et ça c'est un peu la question centrale, mais plus de la présentation aujourd'hui, c'est comment ces jardins permettent de repenser plus globalement les espaces urbains. Donc alors, rapidement et simplement, alors ça c'est une slide à ne pas montrer dans les conférences, normalement c'est le côté un peu plus scientifique, mais pour vous montrer un petit peu aussi comment l'œil, on va dire, du sociologue s'intéresse à ces jardins-là, et puis pour montrer aussi que
l'approche de ces jardins s'est faite d'une façon scientifique, avec des entretiens avec des jardiniers, des entretiens évidemment avec des acteurs de collectivité, et puis tout un ensemble de données qu'on a pu récolter au travers de ce terrain-là, des observations sur des jardins, l'intégration dans certains jardins, etc. Je ne m'étends pas beaucoup là-dessus. Et j'en viens à ma première partie, du coup, c'est l'histoire du jardinage collectif. Alors, moi, je trouvais ça très intéressant. Voilà, c'est en remontant, alors je vous montrerai le côté américain et puis le côté français, mais c'est en remontant justement au côté français vers les jardins ouvriers que je me suis aperçu, tiens, en fait, l'équivalent du côté des États-Unis existait aussi. Et en fait, tout commence en 1893, en pleine crise économique. La ville de Détroit, qui était particulièrement en récession à ce moment-là, via son maire, qui était Hazen Pingree, via son maire, décide de développer des espaces, alors en fait de réallouer des espaces urbains pour en faire des espaces de jardinage. L'idée à l'époque, c'était tout simplement, on traverse une crise qui était d'assez grande ampleur, est-ce qu'on ne peut pas allouer ces espaces urbains qui ne sont plus forcément utilisés, des espaces en friche. Ce que je vous montrerai pour cette présentation, c'est que le jardinage collectif, il s'installe très souvent sur des espaces en friche, des espaces vacants. Et là, l'idée, c'était de dire, nous, ces espaces-là, s'ils ne servent pas à la ville, pourquoi on ne peut pas les allouer à des familles qui ont assez peu de moyens, et pourquoi on ne peut pas en faire des espaces où ces familles-là vont pouvoir jardiner, produire quelque chose, produire une sorte de complément de subsistance. Voilà, donc c'est là où on a commencé à parler justement de Pingree's Potato Patch Garden, donc c'est-à-dire de jardin, tout simplement, où principalement étaient cultivées des patates. Assez rapidement, ce modèle-là, qui était très, très organisé, c'était derrière, la collectivité a rapidement mis en place un dispositif pour allouer ces parcelles de jardin à différentes familles. Et d'ailleurs, le slogan que je trouve très élégant, ou pas d'ailleurs, c'était Idle Land for Idle Hands, c'est-à-dire les mains qui ne font rien pour des terrains qui ne servent à rien, grosso modo. Traduction un peu sauvage du slogan, qui est un petit peu plus élégant, je vous l'accorde pour le coup en anglais. Et donc ce modèle-là, il a été répliqué ensuite, évidemment, à d'autres villes. Il a eu un certain succès, il a été répliqué à d'autres villes américaines, alors Boston, San Francisco, Philadelphie et puis bien d'autres, avec cette idée donc, de jardin qui pour le coup était vraiment une sorte d'espace où on va produire quelque chose pour avoir un complément de subsistance. Voilà, alors ces jardins-là, en tout cas ces parcelles, elles ont été plus ou moins réappropriées à partir de 1900, plus ou moins réappropriées pour d'autres activités économiques. Et donc, ces formes de jardinage-là, elles ont une certaine durée, 7 ans, mais elles ont lentement commencé à décroître, on va dire, à partir de 1900, quand l'économie repart et qu'on s'aperçoit qu'en fait, peut-être que ce jardin n'en a pas forcément besoin. Pas forcément, mais la plupart de ces jardins-là vont en fait se transformer et on va créer ce qu'on appelait à l'époque les school gardens, donc les jardins d'école, qui d'ailleurs est penchant aujourd'hui aussi en France. Et là, le but était très simple, c'est que finalement, ces espaces qu'on avait alloués à des populations défavorisées, est-ce qu'on ne peut pas en faire finalement un lieu d'éducation cette fois, plutôt qu'un lieu de production, est-ce qu'on ne peut pas en faire un lieu d'éducation pour les enfants. Et puis avec son idée tout simplement de remettre un certain lien avec la nature. Vous voyez que déjà à l'époque on parlait de ce lien, de cet effet, de cet éloignement de la nature pour les enfants qui habitaient dans les villes, avec tout un ensemble d'idées, d'idées derrière un peu sanitaires aussi, c'est la ville c'est le lieu où on ne connaît pas la nature, c'est le lieu qui est sale. Est-ce que le fait de jardiner ne peut pas finalement un petit peu purifier le corps et l'esprit, quoi. Voilà, donc c'est un peu dans cette idée-là que ces jardins d'école, school gardens vont se développer à ce moment-là, avec l'idée, plus on a de jardins finalement, plus la ville va respirer. Voilà. Je trouve toujours ça intéressant
cette forme historique de jardinage. Et encore plus intéressant pour le coup, c'est après la manière dont ces jardins-là vont se transformer, et notamment à partir de 1917, où pour en fait soutenir tout simplement l'effort de guerre, la plupart de ces parcelles, et bien d'autres du coup, la plupart des espaces qui potentiellement pouvaient être des espaces qu'on pouvait cultiver, vont justement se transformer en jardin, que là on va appeler Wartime Garden, War Garden, ou tout simplement jardin de guerre. Là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le jardin devient une sorte d'acte, le jardinage, pardon, devient une sorte d'acte patriotique. C'est-à-dire que on est en train de produire des ressources pour aider, j'allais dire nos voisins, mais plutôt nos amis européens, dont les besoins, les soldats, les hommes étant partis au combat, les besoins en nourriture ayant évidemment explosé. Et la production étant évidemment en baisse. Ayant été en baisse. Donc il y a une commission des jardins de guerre qui est créée notamment par Charles Latrobe Pack, avec l'idée justement de tout un ensemble en fait d'iconographie qui se développe à ce moment-là et de messages qui se développent pour sensibiliser les Américains et ceux qui peuvent jardiner, les sensibiliser au fait que plus vous faites pousser, plus vous jardinez, plus vous soutenez finalement l'effort de guerre. Donc on a des illustrations très intéressantes comme faites pousser des vitamines à la porte de votre cuisine, plantez les graines de la victoire, plantez et faites pousser vos propres légumes. Et ce slogan qui est particulièrement intéressant qui dit Every garden is a munition plant, c'est-à-dire chaque jardin finalement est une sorte de réserve de munitions. Donc voilà, on fait vraiment de cet acte de jardinage quelque chose de très patriotique. Et d'ailleurs, c'est un programme, ce programme-là, il marche plutôt bien. Puisqu'on passe de 2 millions de jardins en 1917 à 5,2 millions de jardins en 1918, donc une augmentation quand même assez énorme. Et du coup, évidemment, un volume de production qui s'accompagne aux conséquences. Et d'ailleurs, ce programme-là, il est aussi accompagné de ce qu'ils ont appelé la US School Garden Army, c'est-à-dire l'armée de jardin des écoles des États-Unis, avec l'idée là de mobiliser en fait tout simplement les écoliers comme une sorte de soldat du sol. C'est aussi le slogan de l'époque, soldat du sol. Donc voilà, là on est vraiment, encore une fois, sur des espaces qui sont vraiment très destinés tout simplement à la production, destinés à soutenir finalement l'effort de guerre. Et puis, évidemment, ces espaces-là, ils vont un petit peu changer, évidemment dans les années qui vont suivre la guerre, un peu comme à chaque fois, ce qu'on nous décrit en fait quand on parle des processus de jardin aux États-Unis, c'est un peu un processus en dents de scie, c'est-à-dire qu'on a besoin des jardins sur une période de crise économique, sociale, de guerre, et puis juste après, en fait, le développement des jardins s'effondre complètement. C'est le cas après 1900, c'était le cas après 1917, puis je vais vous montrer justement que c'était le cas aussi après. Et donc, évidemment, 1929, l'événement que vous connaissez relativement tous, énorme crise économique qui s'entraîne évidemment d'une très forte hausse de la pauvreté. Et là, on ramène finalement cette idée de jardin de subsistance, elle réémerge. Qui se développe plutôt un petit peu à rebours en 1930. Où là, c'est vraiment une réaction à cette crise-là. On va essayer, plusieurs villes américaines se mettent à mettre à disposition des terrains pour permettre aux urbains de jardiner et d'obtenir une production justement qui va là encore, comme on l'avait vu tout à l'heure avec Détroit, faire office de complément. Donc là encore, on répond à une crise économique avec l'idée toujours de dire à la fois ça permet d'avoir un complément de subsistance et puis à la fois ça permet un petit peu d'occuper, de donner un sentiment d'utilité aux personnes, notamment au plus démunis. Donc là, on est toujours un peu dans la continuité de ces espaces qui sont là pour produire, mais aussi qui sont en partie des espaces aussi d'insertion, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à certaines populations et notamment à les aider à s'en sortir.
l'entrée en guerre des États-Unis, l'entrée dans la Seconde Guerre des États-Unis, a fait que, là encore, on va redévelopper ces espaces de jardinage. On va redévelopper finalement ce qu'on avait commencé en 1917, toujours sur le même mode. L'idée c'était de dire, on va creuser pour la victoire, on va planter pour la victoire, mais cette fois on ne va pas soutenir forcément l'effort de guerre des Européens, on va soutenir son propre effort de guerre. Donc la campagne a été encore plus importante qu'en 1917. Avec notamment un symbole qui était Eleanor Roosevelt, qui était alors au ministère de l'Agriculture, et qui a notamment planté un Victory Garden, donc un jardin de la victoire, qui a démarré un jardin sur la pelouse de la Maison Blanche. C'était un symbole assez fort pour dire, on se demandait à tous ceux qui peuvent jardiner, tous ceux qui sont en capacité de jardiner, allez-y. Et donc là, alors ici, on va avoir un jardinage urbain évidemment qui va venir entrer en complément d'un système d'agriculture qui était déjà en place, en soutien, mais qui va avoir un certain poids quand même. Alors encore une fois, j'ai un petit peu passé là-dessus, mais on réaménage tous ces vacances urbains, tous ces parcs, tous ces espaces inutilisés, on les mobilise là, pour le coup vraiment pour cet effort de guerre. C'est vraiment chaque espace. Là, l'idée des Victory Gardens, c'était que chaque espace vert en ville, il doit pouvoir servir à produire quelque chose. Un petit peu l'idée, pour ceux qui connaissent, des incroyables comestibles d'ailleurs en Angleterre et puis un petit peu en France aussi. Donc voilà. En parallèle de ça, le jardinage devient aussi populaire via ces différentes. Alors, et pour le coup, à l'époque, d'ailleurs, on parle vraiment de propagande, de propagande pour le jardinage. Via cette propagande, le jardinage devient très populaire. Il se développe aussi un certain goût pour le jardinage. Ça devient très populaire. Et puis, on s'aperçoit finalement que ça apporte un certain bien-être, notamment à ceux qui habitent en ville. Une sorte de retour à la terre, dont on parlait à l'époque. Et puis ça a un effet particulièrement conséquent, puisque, alors je me suis noté les chiffres, en 1942 on était déjà à 15 millions de jardiniers, on est à 20 millions en 1944, pour environ 8 millions de tonnes de nourriture, soit à peu près, je vais mettre ici, 40% des légumes qui étaient consommés dans le pays à ce moment-là. Ça a quand même un impact assez conséquent sur la production à ce moment-là, donc ça a eu un certain succès, et puis encore une fois, ça pose, comme je disais, ça pose un petit peu les graines, ça plante plutôt un petit peu les graines de ce qu'on va voir ensuite. Et puis, ensuite, un peu comme d'habitude, je vous parlais d'un schéma en dents de scie tout à l'heure, on a un désintérêt qui s'installe progressivement pour ce jardinage. Alors pourquoi on a ce désintérêt-là ? Tout simplement parce qu'à la fin de la guerre, on est en plein dans les Trente Glorieuses, on est en plein emploi, on est dans la tertiarisation. Se développent bien d'autres activités comme la consommation de masse, les centres commerciaux, tout le monde a une voiture, tout le monde peut se déplacer, et donc là, ce jardinage de subsistance n'est plus vraiment au goût du jour, et même le jardinage de loisirs va mettre un certain temps à se développer. Là, à ce moment-là, le jardinage n'est plus vraiment au goût du jour, on va dire. Et puis, encore une fois, crise des années 70, et New York était particulièrement touché, très violemment touché d'ailleurs, et on va avoir en fait au sein de la ville un processus très intéressant où en fait on a une fermeture de nombreuses usines de production, commerces, projets de logement aussi, tout ce que finalement tout ce en quoi certains acteurs avaient investi et qui ne peuvent pas être terminés, tous ceux qui sont en crise et qui du coup abandonnent les bâtiments. Il y a tout un ensemble en fait de biens immobiliers, de terrains qui vont revenir en fait à la municipalité qui, elle, en même temps, n'a absolument pas les moyens d'entretenir ces terrains-là. Et du coup, on va se retrouver dans une multiplication finalement de friches urbaines. D'ailleurs, on va commencer à parler justement de ce terme de friche urbaine pour désigner ces espaces a priori inutilisés. Alors, pas si inutilisé que ça, puisque la problématique de l'époque, c'est que
Qui dit crise économique dit aussi hausse de la criminalité, et qui dit espace inutilisé ou espace non surveillé dit aussi espace potentiellement pouvant servir au développement de la criminalité. Et donc, dans une optique un petit peu de réappropriation de ces espaces-là, il y a des habitants, pour ceux qui connaissent, dans le Lower East Side, qui est un quartier aujourd'hui très central de New York, proche du centre en tout cas. Là, des habitants vont décider on voit que finalement ces terrains-là ils ne servent pas à grand chose, pourquoi on n'en ferait pas un jardin, tout simplement. On voit que certains ont besoin, on voit que ces espaces-là ne sont pas utilisés, on voit que se développent certaines choses sur des espaces autour de chez nous et on n'a potentiellement pas très envie de ça. Et donc on se dit pourquoi ne pas faire sauter tout simplement les palissades et puis aller faire des jardins sur ces espaces-là qui de toute façon ne servent pas à grand chose à ce moment-là. Et donc il y a un double processus très intéressant qui se développe à ce moment-là, à la fois ce processus de jardinage collectif avec ce qu'ils ont appelé à l'époque les community gardens, ce qui s'appelle encore les community gardens, donc nous on traduirait ça par jardin communautaire, pour le coup, et à la fois aussi se développent en même temps des actions de jardinage qui sont un petit peu plus d'actions de jardinage plus parsemées, des jardinages un peu de rue, où on va lancer des bombes à graines par-dessus les palissades, ou au travers des fissures du trottoir, ou entre le trottoir et la palissade, pour faire pousser tout simplement des fleurs, pour essayer de se réapproprier finalement ces espaces urbains, pour rendre le quartier un petit peu plus vivant, tout simplement. Donc on a la naissance d'un mouvement, les guérilla gardening naissent à ce moment-là, et puis justement le mouvement dont je vous ai parlé, les community gardens également. Donc alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait assez rapidement, community gardens, on est un peu sur le mode de jardin partagé, l'idée c'était que des jardiniers vont se regrouper et vont jardiner sur un espace délimité pour faire pousser des légumes, ce qui peut pousser, pour faire pousser des plantes, pour rendre joli. Et puis aussi l'idée à ce moment-là c'était on est quand même dans des quartiers où on a beaucoup de populations migrantes, on est dans un quartier où il y a beaucoup de populations pauvres. Est-ce qu'on ne peut pas accueillir ces populations sur le jardin? Est-ce qu'on ne peut pas leur redonner un certain pourquoi pas un complément, mais en tout cas les intégrer dans un collectif pour leur montrer que il y a une vie de quartier. Donc il y avait cette idée d'inclusion, j'insiste là-dessus, cette idée d'inclusion sociale qui était assez forte à ce moment-là. Et puis ils vont être rapidement soutenus par la municipalité new-yorkaise, avec le programme municipal qui va être développé, qui s'appellera Green Thumb, donc pouce vert, tout simplement. Donc 3 ans après le premier jardin, la municipalité accepte d'encadrer ces jardins-là. L'idée c'était que on encadre tout simplement en faisant un prêt officiel du terrain. Donc c'était derrière l'idée de légitimer un petit peu ce prêt de terrain et de dire aux jardiniers, voilà, pour $1 symbolique, on vous donne, on vous prête le terrain pour 1 an ou plus. Voilà, c'était un petit peu cette idée-là, mais c'était surtout l'idée de légitimer un petit peu ces processus-là et de les rendre institutionnalisés. Voilà, donc du coup, alors, ce qui est très intéressant dans ces process de community gardens, là pour le coup, on est vraiment sur des jardins collectifs, donc ils se sont développés très très fortement, et là pour le coup, pas énormément à New York, mais aussi dans les autres villes des États-Unis, et puis le modèle d'ailleurs a essaimé dans bien d'autres pays, chez nous en particulier. Mais on va avoir notamment un coup d'arrêt, notamment sur la ville de New York, tout simplement parce que le milieu des années 90 à New York, c'est l'arrivée d'une municipalité qui n'est pas tout à fait d'accord avec l'idée de ces jardins-là, qui est la municipalité de Rudolph Giuliani, où là en fait l'idée c'était de dire vous êtes bien gentil avec vos jardins, mais vos jardins ils ne produisent pas de valeur économique. Ils produisent pas grand chose en fait, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Il y a des populations migrantes, il y a potentiellement des délits. Voilà. Nous on veut faire des parkings, on veut faire des centres commerciaux, on veut faire des habitations, on doit répondre à des besoins. Alors,
s'accompagne aussi d'un discours qui peut aussi s'entendre, dans le sens où il y avait un fort besoin de logement à ce moment-là. On a une explosion de la population aussi à ce moment-là, et donc voilà, aussi une réappropriation donc, de bon nombre de terrains, donc une fermeture de bon nombre de jardins au profit d'espaces d'habitation notamment, mais pas que, vous en doutez, aussi au profit des parkings ou autres. Voilà, mais ces jardins-là vont quand même, résister, et continuent d'ailleurs de se développer aujourd'hui. Mais voilà, New York, c'était quand même plus de, à ce moment-là, avant les années 90, c'était plus de 1000 jardins dans l'aire urbaine de New York, et ça a bien, évidemment bien baissé. Ils ont perdu beaucoup plus d'une centaine. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ces jardins collectifs-là, donc non seulement ça permet aussi de tracer un petit peu l'histoire, et puis aussi de montrer qu'ils sont aussi soumis à des dynamiques urbaines, à certaines dynamiques urbaines, voire des dynamiques politiques. Et puis, je pense que là, vous questionnez, mais quid effectivement, quid du processus français, quid des jardins partagés qu'on connaît tous, quid aussi, pourquoi pas, des jardins familiaux, en fait, on s'aperçoit que c'est le même processus. En France, alors, ce qu'on a appelé au départ les jardins ouvriers, ça commence un tout petit peu avant, justement, les jardins de Détroit, avec la Ligue française du Point de Terre et du Foyer, fondée par l'abbé Lemire. Où là, l'idée, comme les jardins de Détroit, l'idée c'était qu'on va développer des jardins pour les populations démunies. Alors, avec une idée peut-être un petit peu plus poussée et un petit peu plus, on va dire, côté sanitaire, puisque là on était vraiment sur, on veut s'occuper de populations, on va dire, ouvrières, et on veut les éduquer un petit peu, c'était l'idée d'un peu de dressage des corps. Voilà, on veut les éduquer à un petit peu à l'autonomie, la production, à se lever pour jardiner, l'effort physique. Et puis, tout simplement, voilà, il y avait un petit peu toutes ces idées-là. Et avec l'idée aussi, évidemment, que ça permet d'avoir un complément, comme toujours, un complément de subsistance. Donc ça, c'est un dispositif qui va être fortement encouragé et qui va avoir le soutien de beaucoup, pour le coup, le soutien étatique français pendant tout le début du XXe siècle. Pour le coup, l'abbé Lemire a rencontré un certain succès avec ces jardins-là, notamment grâce au fait que, près des cités ouvrières, les grands groupes industriels type Peugeot par exemple étaient aussi très très intéressés par ces jardins-là, puisque ça permettait aussi d'occuper tout simplement les ouvriers sur le temps du week-end, pour une raison assez simple, c'était s'ils sont sur le jardin, ils ne sont pas au bistrot en train de parler politique ou en train de parler conditions de travail. Donc là, on a plusieurs raisons qui font que ces jardins ont été soutenus. Bonne ou mauvaise, peu importe, mais en tout cas, ces jardins ont rencontré un fort succès et un fort développement. Pour le coup, vraiment, même après 1929. Voilà, alors ces jardins-là, ils vont être beaucoup moins liés en France. À l'effort de guerre. Il y a un petit relan dans la Seconde Guerre avec le jardin qui est une forme de soutien, mais pas réellement. En tout cas, on n'a pas eu ce côté propagande tel qu'on l'a vu juste avant aux États-Unis. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que ces jardins ouvriers, en fait, ils vont vraiment changer de vocation après, à la fin de la Seconde Guerre, tout simplement. À la fin de la Seconde Guerre, puisque, comme je vous l'ai dit, on change un petit peu d'idée après la Seconde Guerre. On est dans le plein emploi. La pauvreté n'existe plus, avec des gros guillemets, et finalement, à quoi servent ces jardins? Est-ce que finalement, ils ne peuvent pas changer de vocation? En fait, voilà, donc des jardins, donc en 1952, l'appellation change, on passe des jardins ouvriers aux jardins familiaux, et là, en fait, c'est un changement qui est très profond, dans le sens où finalement, ce jardin qui était destiné au départ à des ouvriers, qui étaient essentiellement cultivés en fait par le chef de famille, et où d'ailleurs se jouait tout un ensemble aussi de socialisation entre les gens, devient des jardins destinés à des familles, et où on n'est plus dans un jardinage finalement de production, de subsistance, et on va passer vraiment à un jardinage là plus de loisirs. Et ça, c'est un changement très très important, puisque ça change aussi le public potentiellement de ces jardins.
Et donc d'un public relativement peu aisé, on va passer de plus en plus à un public qui est un petit peu plus aisé, et qui vont alors pas s'accaparer, mais qui vont se voir allouer justement ces anciennes parcelles de jardins ouvriers. Alors, dans les faits, la configuration de ces jardins ne change pas vraiment, puisque ça change en fait pas grand-chose, hein, c'est toujours le chef de famille qui vient s'en occuper, avec l'idée cette fois par contre que l'idée c'est que toute la famille participe. Le dimanche, ça devient un petit peu le rendez-vous de la famille. Voilà, alors ça s'accompagne, ces jardins familiaux, ils vont avoir plus ou moins du succès. Alors en fait, ils vont tout simplement, alors j'ai beaucoup trop d'informations ici, je vais vous la faire courte, mais en fait se développent plusieurs choses, puisque dans les années 80, les effets, on va dire, des crises économiques, et là où on commence réellement à parler de chômage, ou en tout cas à se concerner pour cette question-là, au niveau politique, et se crée aussi tout un ensemble de réseaux de jardinage, où là on est vraiment sur des jardins d'insertion. Donc là où avec l'idée de dire, cette fois, le jardin en fait devient le moyen de s'insérer socialement, donc c'est-à-dire le jardin est un tremplin pour pouvoir s'insérer professionnellement par la suite. Donc notamment le réseau Cocal a été particulièrement, et est toujours particulièrement important là-dedans. Et ça a été porté par diverses associations que j'ai mis là, Fondation de France, Restaurant et Jardin du Cœur, Jardin d'aujourd'hui à Bordeaux, Jardin d'insertion par l'activité économique de Besançon, etc. On a vraiment tout un réseau de jardinage qui s'organise autour de cette insertion sociale, donc qui viennent finalement encore une fois répondre à ce besoin et qui là est un besoin d'insertion. Et puis dans un même temps, on a une sorte de recul des jardins familiaux, je vous le disais. Finalement, l'après-guerre et la période des Trente Glorieuses, le jardinage s'intéresse pas forcément, puis les espaces des villes se contractent aussi, on a besoin de plus en plus de logements, on a besoin de plus en plus d'espace, et donc la ville s'étend de plus en plus, et du coup ces jardins-là qui étaient au départ installés en périphérie des villes, se retrouvent finalement au milieu de plus en plus de quartiers, vous connaissez, je pense, tous certains jardins ouvriers. Certains sont encore aujourd'hui en périphérie, mais parce qu'ils ont été créés plutôt récemment. D'autres sont insérés dans des quartiers, tout simplement. D'autres ont bien évidemment disparu, tout simplement parce que la ville s'est largement étendue depuis. Donc voilà, je vous ai mis un chiffre pour illustrer un petit peu ça. On avait 20 000 jardins ouvriers à Paris à l'après-guerre, et il en reste 2800 dans l'aire urbaine parisienne au début des années 80. Donc, une réduction assez drastique de ce nombre de jardins. Et puis à Lyon, on passe de 25 000 jardins ouvriers à 1500 ensuite. Donc pareil, la réduction est assez drastique là encore, mais on va quand même avoir une résistance de ces espaces-là, qui existe du coup encore aujourd'hui. Je n'en parlerai pas ici, mis à part pour faire le parallèle avec les jardins partagés, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ces jardins ont survécu, notamment grâce à des collectifs associatifs. Et j'en arrive à mon objet, 20 minutes ou je ne sais plus combien après avoir commencé, c'est pas si mal. Les jardins partagés, du coup, que là, je pense que vous connaissez tous plus ou moins, donc j'imagine si vous êtes ici, qui là arrive en France avec le Forum national de Lille en 97. Alors ce qui est très intéressant sur ce Forum national de Lille en 97, c'est que il a été organisé notamment autour, en invitant, et surtout après un voyage d'études, aux États-Unis pour aller voir justement ces community gardens américains. Et donc les principales associations qui d'ailleurs avaient il y avait des représentants des jardins familiaux, il y avait des représentants des jardins d'insertion, qui ont créé notamment ce réseau qui existe encore, qui est le jardin dans tous ses états, qui est le réseau des jardins partagés au niveau national. Donc on fait ce voyage d'études pour aller voir un petit peu comment ça se passait finalement aux États-Unis. Ils ont invité aussi des jardiniers à venir témoigner sur ce forum national de Lille pour montrer un petit peu voilà comment ça se passe. Il y a des jardiniers aussi d'autres pays qui sont venus. On voit finalement comment ça se passe à l'étranger. Voilà comment ça se passe aussi au Québec, d'ailleurs, qui avait répliqué le modèle et qui, eux, ont traduit directement, ça jardin communautaire.
Et donc ils évoquent justement voilà, toutes ces community gardens. Ça montre un petit peu vraiment cette inspiration qu'on a eue de ces jardins communautaires des États-Unis, qui ont permis vraiment d'inspirer ce modèle des jardins de partage. Et puis on évoque aussi à ce moment-là, parce qu'un autre process que je trouve très intéressant, on évoque justement c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les guérilla gardening ou les green guérillas, qui est justement le collectif dont je vous parlais tout à l'heure, le plantage de graines dans les fissures, dans les bordures. Et donc là aussi on a cette inspiration qui arrive aussi. Et puis ça va se suivre aussi le second forum qui est le forum de Nantes, alors pour le coup il est un petit peu moins connu d'ailleurs que celui-ci, mais qui permet vraiment de confirmer cette première création des jardins, avec, là on présente enfin, ça y est, les premières expériences lilloises, nantaises, montréalaises évidemment aussi, lyonnaises aussi il me semble, qu'en 98 on avait déjà créé ce premier jardin, à Lyon, que je vous montrerai ensuite. Et puis là encore aussi certains jardins communautaires des États-Unis qui viennent témoigner aussi de cette création. Voilà, et on a justement cette définition du jardin dont j'ai oublié de vous parler, j'ai envie de vous la mettre sur la diapo d'avant, cette définition du jardin partagé. Voilà, le jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement par les habitants d'un quartier, d'un village ou d'une communauté. Un jardin partagé ne se décrète pas, il prend tout son sens parce qu'il répond aux attentes et aux besoins des habitants d'un lieu. Définition d'ailleurs qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Voilà, ce qui est alors je vais vous passer ça pour aborder justement le process des jardins collectifs lyonnais. Alors voilà, je vous ai parlé justement ici j'ai volontairement introduit tout ce qui était entre guillemets les sortes de plantages de rue. J'ai introduit les jardins collectifs, les jardins partagés, et tout simplement pour vous dire que ce qui est intéressant dans le jardinage collectif, je vais y arriver, c'est non seulement ces jardins partagés qui sont des formes très intéressantes de jardinage, mais ce que j'ai découvert encore une fois, c'est plus au fil des discussions avec les différentes personnes qui sont engagées dans ces projets, c'est il existe d'autres formes de jardinage collectif, notamment les jardins de rue, qui semblaient là encore être une initiative qui part des habitants et qui me semblait très intéressante. Et donc je vais aussi vous parler pour faire un petit peu le parallèle avec ces jardins partagés. Donc, pour tracer rapidement l'historique lyonnais, pour brosser vraiment rapidement, pour montrer un petit peu la création de jardin qu'il y a pu y avoir. Donc on a le premier jardin partagé, donc alors, à Villeurbanne, lyonnais ou pas, ce sera chacun d'en décider, pour le coup. Le premier jardin, donc le Verluiset, qui est créé à Villeurbanne. Et puis très rapidement aussi, en 88, la création de l'association Passe Jardin, qui là va être plutôt moteur, voire crucial en fait dans le développement de ces jardins, puisque, alors pas que sur Lyon, mais sur toute la région Rhône-Alpes, puisque le Passe Jardin va à la fois permettre justement de faire le lien entre les jardiniers et les collectivités, pourquoi pas essayer de débloquer certains financements, notamment pour l'achat d'outils, de graines, etc. Et puis la seconde chose, c'est que le Passe Jardin a permis tout simplement d'apporter, et permet toujours d'ailleurs d'apporter des formations en fait, à ces jardiniers pour leur permettre non seulement d'apprendre à gérer un groupe, apprendre à jardiner en collectif, parce que c'est pas du jour au lendemain forcément, et puis aussi apporter des formations sur comment on jardine tout simplement, quelles sont les techniques, et puis plus récemment, les formations portent aussi sur notamment des pratiques telles que la permaculture, notamment. Et donc on a eu pour le coup alors un process qu'on peut quand même qualifier d'assez rapide pour une ville comme Lyon, qui était quand même un terreau très urbain, très urbanisé. Voilà, on est aujourd'hui quand même plus d'une soixantaine de jardins partagés. Alors si j'inclus évidemment, là c'était le chiffre de 2020, mais si j'inclus aussi les projets, et si je me focalise seulement sur la ville de Lyon, c'est plus si on sort et si on prend en compte l'aire urbaine, mais on a quand même une soixantaine de créations en 20 ans, ce qui est plutôt pas mal, en tout cas si on compare à Paris, à Grenoble ou à Chambéry. Je compare à Grenoble pour le côté parc et verduré, ou végétalisé, je compare à Paris pour la dynamique. On aurait pu comparer à Lille ou à Rennes notamment aussi. Mais donc voilà, une
dynamique assez importante, et puis aussi une grande variété finalement de types de jardins, une grande disparité en fait, puisque ce qu'on s'aperçoit aussi dans ces jardins-là, c'est que les jardins partagés, ça peut être tout un ensemble de choses. Ça peut être du simple jardin de la parcelle de 100 mètres carrés, voire moins, à le jardin beaucoup plus grand, 600 mètres ou carrés ou plus. Voilà, c'est vraiment une assez forte inégalité en fonction des quartiers, en fonction des lieux, en fonction des friches sur lesquelles ils ont pris place, tout simplement. Et puis il y a une forte inégalité aussi en termes de collectifs en fait, qu'il y a derrière, en termes de nombre d'adhérents. Voilà, donc il y a une assez forte disparité, je reviendrai dessus, en tout cas sur la surface. Et puis, mais ce qui est très important de noter sur ces jardins partagés, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est vraiment, en tout cas au départ, sur des process, des initiatives qui partent des habitants. Voilà, nous, on a cette friche là en face de chez nous, on a cet espace là qui sert à rien, on a vu ça avec le conseil de quartier, on a vu ça avec les voisins, on aimerait bien faire quelque chose. Voilà, est-ce qu'on... bon, la demande se fait, alors... les demandes au départ se faisaient de manière plutôt informelle, aussi, voilà, nous on veut s'approprier ce terrain-là, et c'était par l'intermédiaire de connaissances que ça se faisait. Aujourd'hui, le process est un petit peu plus institutionnalisé, hein. On a un contact, tout simplement, on peut écrire, appeler ce contact-là pour voir si le projet est faisable, etc. Et d'ailleurs, j'avais peut-être plus prévu de vous en parler ensuite, mais je vais aborder ça maintenant. Le process, en fait, ce process qui partait vraiment d'une initiative d'habitants, commence un petit peu à s'inverser dans le sens où aujourd'hui, ces jardins partagés deviennent aussi en partie une sorte de projet d'aménagement. À Lyon, on a eu le cas sur certains quartiers où finalement, là, c'est plutôt la ville, voire directement un promoteur immobilier qui va dire nous, on est en train d'aménager ce quartier-là, on a prévu ici, au milieu des habitations, d'un espace de verdure. On pense que ce serait bien que ce soit un jardin partagé pour développer un collectif d'habitants, etc. Donc il y a un début en tout cas de renversement de ces initiatives-là. Alors c'est seulement un début, hein, parce que la plupart des jardins se créent toujours par l'initiative des habitants. Et je trouve ça très intéressant de noter aussi ce départ de renversement. Donc tableau qui, là pour le coup, taille de l'écran faisant, est absolument illisible pour vous, mais c'est pas très grave. C'était simplement pour vous montrer que ces jardins-là, alors là il s'agit de quelques exemples de jardins, mais c'est des jardins aussi que j'ai pu visiter, hein. J'ai pas pu visiter tous les jardins, évidemment, mais pour vous montrer un petit peu la variété en termes de quartiers. On a des jardins dans le 7e, dans le 1er, dans le 3e, dans le 7e, dans le 8e, on a des jardins un petit peu partout en fait. C'est aussi ce qui m'a surpris au départ de ma recherche. Mais évidemment avec des tailles bien différentes, hein. Vous voyez qu'on a des jardins avec 260 mètres carrés, voire 200 mètres carrés, alors évidemment des jardins qui sont insérés dans les pentes de Croix-Rousse, vous vous doutez qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace, mais il y a des jardins qui pour le coup, sur d'autres espaces, ont un petit peu plus, genre à 1500 mètres carrés, on commence à avoir un petit peu d'espace pour jardiner. Voilà, avec des dates de création qui pour le coup sont pareils, hein. On a vraiment eu cette dynamique à partir, on a eu ce premier jardin en 98 et puis la dynamique elle arrive vraiment à partir de 2000, où là on va avoir des jardins qui se créent de manière assez régulière, on va dire, au fil des années. Le reste, je pense, des informations du tableau ne sont pas forcément intéressantes. Et voilà, pour vous montrer aussi un petit peu, l'idée c'est que, alors, ce qui est peut-être intéressant dans le jardin lyonnais, je m'aperçois qu'en discutant d'ailleurs avec d'autres villes, quelque chose qui est très, très intéressant, c'est que sur les jardins lyonnais, en fait, les parcelles sont collectives uniquement. On n'a pas de parcelles individuelles. Alors, voilà, sur certains jardins partagés, on peut se réserver le fait, voilà, nous on va faire un côté parcelle individuelle, on va faire un côté parcelle collective, parce que des adhérents ont fait la demande, voulaient une parcelle individuelle pour tirer une petite production, ou tout simplement aussi de jardiner parfois de manière un petit peu plus individuelle. Et ce que je trouve intéressant sur le cas lyonnais, c'est que cette chose-là ne s'est pas reproduite, et qu'on a plutôt justement cette sorte de... Ce qui s'est reproduit, c'est ce fait de faire qu'une parcelle collective, et que l'idée de parcelle individuelle, c'est finalement pas du tout instauré. Pour le coup, alors, sauf peut-être sur un jardin que j'ai vu, il me semble que peut-être eux, ils m'avaient parlé d'une parcelle individuelle, mais qu'ils ont abandonné au bout d'un moment.
en tout cas la ville de Lyon m'avait parlé de, voilà, de ce fort, en tout cas, ça je vais partir donc après, bon, je ne raconte pas tout le processus, hein, le soutien de la municipalité, j'en ai parlé un petit peu, pour trouver un terrain ou pour aménager le terrain, hein, parce qu'évidemment le terrain aussi peut se trouver pour représenter certains dangers. Il faut aussi construire une barrière, une clôture. Je reviendrai sur cette question aussi de la clôture, qui est assez, qui est à l'origine aussi de plusieurs process qu'on peut étudier et qui sont intéressants. Et donc voilà, donc différentes formes de ces jardins, différents espaces. Voilà, il y en a qui sont délimités par des clôtures, des clôtures plus ou moins hautes, d'autres qui sont un peu plus ouverts, voilà, c'est une diversité un petit peu de dynamique, mais des dynamiques surtout collectives, et c'est ça qui pour le coup m'intéresse. Les jardins de rue, beaucoup moins connus et pourtant si souvent perçus, et qui là, moi, m'ont porté intérêt. Alors c'est vrai que j'en ai dû parler, moi je me suis intéressé justement à ces dynamiques citoyennes, et du coup je ne me suis pas intéressé, vraiment intéressé à ces jardins partagés qui étaient nés de collectifs d'habitants. On a des jardins qui sont un peu plus dédiés aujourd'hui, les jardins d'insertion par exemple, qui sont un peu plus dédiés, justement, qui sont encadrés par un centre social, qui sont encadrés par une collectivité, mais qui là relèvent pas vraiment des mêmes process, pas vraiment des mêmes logiques, pas vraiment des mêmes pratiques. Et ça pour le coup, ça ne m'intéressait pas forcément en termes de dynamique citoyenne, en termes de dynamique habitante, cette recherche-là. D'où le fait que voilà, ces jardins d'insertion n'ont pas fait partie de cette recherche. Ça relève encore une fois pour moi de process complètement différents des jardins partagés. Et en tout cas dans cette nébuleuse du jardinage collectif, ma deuxième focale, c'était les jardins de rue. Alors les jardins de rue, c'est quoi? C'est encore une fois cet espace entre le trottoir et l'habitation, c'est les plantes émergentes au travers du béton. C'est toutes ces petites plantes qui émergent un petit peu sur le trottoir, qui émergent dans des jardinières aussi. Je vais vous montrer que ça prend plusieurs formes, dans les pieds d'arbres, dans des jardinières, dans des petits espaces creusés spécifiquement pour ça. Et ce qui est très intéressant dans ces jardins de rue, c'est que là on est vraiment sur des petites dynamiques de réappropriation, dans le sens où, comme je vous l'ai mis sur cette photo-là, ou sur celle-ci, on est sur des petits carrés de jardinage vraiment à côté des habitations, pour le coup vraiment insérés dans l'espace public. On n'a pas ce côté barrière qui vient protéger ces micro-implantations, ces jardins de rue. Elles ne sont pas du tout protégées des passants. Elles sont vraiment ouvertes, un petit peu ouvertes à tous, un petit peu ouvertes sur l'espace public. Et donc c'est très intéressant dans ces initiatives-là, c'est que là on est vraiment encore une fois sur une initiative de jardinage habitant, c'est-à-dire que c'est un collectif qui va, en tout cas des habitants, vont se dire tiens, nous ça nous intéresserait, on voit que ces espaces-là ne sont pas du tout utilisés, tiens on a une bande de terre là devant chez nous, on a des jardinières là qui sont plus utilisées par la ville, parce que évidemment à Lyon on a beaucoup, et je pense dans toutes les villes, on a beaucoup d'anciennes jardinières, ces espèces de vieilles jardinières en béton qui ont été posées un peu partout auparavant, et que les villes n'ont plus vraiment les moyens d'entretenir, parce que ça coûte cher de faire passer les espaces verts, de faire passer le camion pour arroser tous ces espaces-là, donc très généralement c'est en friche. Du coup, typiquement, ça c'est le genre d'espaces qui ont été réaménagés. Alors il n'y a pas que ça. Là, ce que je vous montre ici, ça relève d'un process où là, les habitants, soit ils ont planté le long parce qu'il y avait une petite bande de terre, soit tout simplement, ça se crée en partenariat avec les espaces verts. Je reviens là-dessus tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de ces jardins de rue, c'était que assez rapidement, en fait, ils ont été encadrés. Alors au départ, on a en fait un collectif tout simplement d'habitants qui voulaient s'approprier, qui voulaient faire un jardin partagé dans le 5e arrondissement. Et puis, dans l'attente de l'accord de la municipalité pour faire ce jardin-là, on dit tiens, il y a des pieds d'arbres qui sont très intéressants. Alors eux, ils avaient une approche assez plastique, on veut rendre joli notre quartier, on veut le rendre végétal, en tout cas un petit peu plus végétal. Et si on plantait des graines et si on essayait de faire quelque chose, tiens, sur ces pieds d'arbres par exemple. Et donc ils ont, après avoir planté et puis essayé de faire des choses sur ces pieds d'arbres, ils ont aussi demandé l'accord, tiens, pourquoi on ne pourrait pas finalement créer un process autour de ça.
Alors c'est intéressant parce qu'autour de ça, on a vraiment on a en fait un acteur qui était particulièrement pilier, qui est un acteur qui était à la fois donc habitant dans le 5e, partie prenante de ce collectif-là, mais qui était aussi aux espaces verts. Et donc il a un petit peu fait le lien, fait le pont entre l'espace vert, la collectivité et puis le collectif d'habitants. Et il a permis un petit peu de mettre en lien donc, ces habitants avec la collectivité et puis d'institutionnaliser un petit peu ce processus, de légitimer ce processus. Voilà, en disant tout simplement, est-ce qu'on ne pourrait pas encadrer ce process-là? Et du coup, c'est les espaces verts, en tout cas à Lyon, qui se sont appropriés ce process, et où du coup, maintenant, ça se passe tout simplement avec un collectif d'habitants peut décider de dire, nous, on aimerait bien creuser, on aimerait bien avoir des jardins de rue devant chez nous, est-ce qu'on ne peut pas creuser des petits rectangles de 80, je crois que c'est 80 cm si je me souviens bien, ou 60 cm, ça doit être 20 ou 30 cm de largeur. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Alors, du coup, les espaces verts mobilisent une entreprise pour venir creuser les trous sur tout un quartier. Alors, évidemment, ils ne le font pas pour chaque habitant. Ils n'étaient pas pour rien non plus. Donc c'est pour ça aussi que le process est institutionnalisé. Et c'est que derrière, les espaces verts distribuent aussi en partie les graines. Une pépinière, notamment pas loin de Lyon, qui fournit notamment les différents parcs et qui profite pour fournir aussi les jardiniers de ces jardins de rue. Et donc voilà, on a ce process qui s'est lentement institutionnalisé. Donc là, je vous ai mis quelques dates avec donc, ces premières plantations en 2004. Et puis assez rapidement, on a eu les festivals des jardins de rue qui ont permis de faire connaître un peu ces initiatives-là, notamment dans le 8e arrondissement. Et puis, les collectifs qui étaient aussi à l'initiative de différents jardins partagés, notamment le fameux jardin partagé de la Guillotière, qui est l'îlot d'Amarante. Là, on a un collectif qui était très actif justement et qui s'est dit tiens, nous aussi on aimerait bien se réapproprier dans un quartier très minéralisé. Et si on se mettait aussi un petit peu, alors il y a un côté aussi très militant, évidemment, pour le coup il y a toute une partie aussi tout un côté militant aussi dans ces initiatives-là. Mais voilà, l'idée c'était de se dire pourquoi on ne peut pas revégétaliser notre quartier, cette petite touche de verdure. Voilà. Et pourquoi je parle justement de jardin collectif en parlant de ces jardins de rue, tout simplement parce que les plantations, en tout cas au départ, se font collectivement. L'entretien derrière se fait entre le collectif, on va dire, parfois avec des pratiques un peu plus individuelles. Et là, pour le coup, ça dépend réellement des quartiers. Donc voilà, une évolution qui nous mène aujourd'hui à plus de 900 jardins de rue. Alors ça, c'était le chiffre 2019 ou 2020, je crois. Donc à bien plus que 900 jardins de rue. Donc encore une fois, les pieds d'arbres, les micro-implantations que je vous ai mis là. Tout ce que je regroupe sur les jardins de rue. Alors, ce qui est très intéressant derrière cette idée de jardin de rue, c'est aussi, souvent on pourrait dire, mais pourquoi on fait ça? C'est quelque chose finalement d'assez discret, que les gens ne voient pas forcément, voilà. Mais derrière, l'idée c'est quand même de se dire, tiens, est-ce qu'on ne peut pas créer des sortes de couloirs végétales dans certains quartiers, voire en fait, est-ce qu'on ne peut pas connecter finalement les différents espaces verts des quartiers avec ces jardins de rue et faire une sorte de cheminement vert qui mènerait d'un parc à un autre. Et donc c'est ce que j'essaie de vous montrer ici avec cette carte, notamment sur le quartier de Montchat dans le 3e et le 8e arrondissement de Lyon, où là justement on a essayé de créer justement ces couloirs verts, on essaye l'habitante initiatrice de ces jardins-là, essayer de motiver ses voisins, puis d'autres ont motivé leurs voisins, etc. Et puis se crée aussi, se crée ces couloirs un petit peu qui lentement vont, on espère un petit peu se relier entre eux et vont créer ces cheminements verts. Voilà. Il y a eu aussi toute une campagne évidemment de la ville de Lyon autour de la végétalisation pour sensibiliser aussi à la fois les habitants, mais pour sensibiliser aussi les techniciens de rue notamment, qui eux, alors là se confrontent d'ailleurs, différentes visions de l'urbain, c'est vrai que je n'en ai pas encore parlé, mais c'est vrai que ces jardins de rue, ces plantes qui poussent au travers entre le pavé, entre les pavés, entre le trottoir et l'habitation, c'est quelque chose qui était plutôt mal vu. La végétalisation, c'était impropre jusque dans les années 2000, voire encore aujourd'hui pour certaines populations, c'est quelque chose d'assez impropre. Il y a des visions de l'urbain où l'urbain doit être propre, c'est-à-dire minéral, point barre.
Et donc à essayer, alors la ville de Lyon était particulièrement engagée en tout cas dans zéro phyto, et du coup l'idée c'était de dire, écoutez, on n'entretient plus ces espaces avec des produits, avec de l'engrais chimique, mais par contre on laisse pousser, donc ne soyez pas surpris, habitants ou techniciens, ne soyez pas surpris si vous voyez émerger c'est ce qu'ils ont appelé ces herbes folles. Voilà, donc c'est un processus aussi très intéressant qui rejoint justement ces jardins. J'en viens à mon propos et vous ferez les maîtres du temps si je m'égare. J'espère que non. Voilà, j'en viens à mon propos, à l'analyse que moi j'ai eue de ces jardins, après vous avoir décrit leurs histoires et leur développement sur le territoire lyonnais. Quelles sont finalement les représentations? Alors, ce que j'entends par représentation, c'est finalement quelles sont les représentations du monde qu'ont ces jardiniers, c'est-à-dire comment ils se représentent à la fois la ville, le jardin. Qu'est-ce que doit être le jardin pour eux au sein de ces espaces urbains? Alors, ce qui est intéressant, et après avoir interrogé bon nombre de jardiniers, c'est que ces jardins collectifs, c'est vu comme des espaces, et ça ne va absolument pas vous surprendre, je pense, c'est vu comme des espaces de socialisation. On y va pour rencontrer ses voisins, on y va pour connaître des gens sur son quartier, on y va pour tout simplement rencontrer les autres, pour parler, etc. Évidemment en pratiquant le jardinage. Voilà, alors il n'y a pas que ça, il y a les socialisations ressort en premier lieu dans les propos des jardiniers, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'idée de, et c'est ce qui vient en second, il y a aussi l'idée de dire, nous ce qu'on veut c'est redévelopper la nature dans des lieux qui sont très minéralisés, donc c'est-à-dire redévelopper, il y a souvent ce discours-là, on veut redévelopper la nature versus le béton, c'est le vert versus le gris, quoi. Et puis on a aussi cette idée, nous ce qu'on aime faire, c'est finalement c'est aussi agir pour notre territoire, c'est aussi agir pour notre quartier. Donc il y a cette idée de rentrer dans une sorte d'action citoyenne, qui est l'action citoyenne, c'est agir pour la ville, tout simplement. Agir pour la cité. Et puis évidemment, l'autre idée qui vient ensuite, c'est si nous, en jardinant, on peut sensibiliser aussi les autres habitants qui ne jardinent pas à la végétalisation, tant mieux, super, et on aimerait bien justement, et c'est pour ça que d'ailleurs ces espaces s'ouvrent quand les jardiniers sont présents, c'est aussi pour pouvoir sensibiliser les visiteurs ou les passants à ce type d'action de jardinage. Et puis il y a aussi quelque chose qui se développe de plus en plus, qui ressortait un petit peu moins dans les entretiens, mais qui se développe, en tout cas c'est une tendance émergente, qui est ces espaces-là aussi, le jardinage, c'est aussi des espaces qu'on aime bien expérimenter. On aime bien jardiner, et là j'entends jardiner pour jardiner de manière très sérieuse. C'est-à-dire que nous on veut jardiner pour produire, nous on veut jardiner parce qu'on veut essayer de produire. Là on ne sait pas trop si si nos choux-fleurs vont prendre sur ce terrain-là, donc on va essayer des choux-fleurs, on va expérimenter. Et donc de plus en plus se développe un petit peu, et notamment par l'intermédiaire de l'expérimentation via la permaculture, se développent des pratiques un petit peu plus sérieuses, on va dire, de jardinage un petit peu plus intensive. Voilà pour les du côté des jardiniers, puis du côté des collectivités, ce qui est très intéressant, c'est eux, comment ils perçoivent eux le jardin. Et là, les discours vont aussi, pour eux, les jardins collectifs, j'en ai encore jardin collectif dans l'ensemble, pour eux, c'est premièrement un moyen tout simplement d'entretenir les espaces urbains, c'est-à-dire un moyen finalement de participer à l'aménagement du territoire. Nous, c'est tout bonus parce que les résidents, ils participent aussi à l'aménagement du territoire, ils sont en quelque sorte inclus dans la fabrique de la ville. Et puis, c'est tout bonus parce que les jardinières, dont je vous parlais tout à l'heure, les jardinières en béton, en tant que nous, on n'a plus forcément les moyens de les entretenir, tant mieux, quelqu'un peut les entretenir, super. Nous, la friche qui est sur ce terrain-là, ça nous va très bien si c'est un collectif de jardiniers qui l'entretient, puisque, encore une fois, en termes de coût, c'est plutôt tout bénéfice, comme on dit. Évidemment, c'est aussi un lieu, et ça, l'accent est fortement mis là-dessus, c'est un lieu de socialisation. L'idée, c'est de dire, ça doit permettre de créer du lien social sur les quartiers, avec toujours ce vieux discours que les villes seraient principalement des lieux où l'individualité prime, ça de créer du lien entre les habitants. Et puis, aussi, s'impose dans ces discours-là, le jardin, je me suis aperçu de ça, ce qui m'a un peu surpris, les jardins, ça doit aussi être, et là c'est plutôt vrai pour les jardins partagés, ça doit aussi être des jardins productifs. Il y a une comptabilisation notamment
qui se fait via le passe-jardin, alors, pour le coup, qui est plus informative, hein, pour le coup, qu'une sorte de contrôle, mais il y a une comptabilisation de, tiens, combien vous avez produit en kilo de tomates, en kilo de patates, combien vous avez produit sur votre jardin. Voilà. Donc, et il y a cette idée derrière, dans les discours en tout cas des acteurs interrogés, de dire, voilà, ces jardins-là, c'est aussi quand même des espaces de production, c'est aussi des espaces où les habitants peuvent tirer une certaine production. Dans la réalité, c'est un petit peu différent. Bon. Voilà, et puis ce qui est aussi, mis en avant par ces collectivités, c'est le jardin, c'est aussi un moyen de s'approprier l'espace pour les résidents, et ça aussi, c'est une dynamique qui est a priori pas mal soutenue et qui est pas mal mise en avant par ces collectivités. Voilà, donc là j'avais mis tout simplement quelques extraits d'entretien, voilà, notamment sur les micro-implantations et les jardinières, c'est aussi une économie pour la ville, ça simplifie le travail des jardiniers, et est-ce que vous imaginez si avant il fallait qu'on fasse passer des jardiniers de la ville pour arroser toutes ces jardinières-là, voilà. Voilà une autre citation que je vous dis rapidement. Conscient de nombreux bénéfices du contact avec la nature, le citadin devient acteur de son cadre de vie. C'est le moyen de cultiver son potager en ville. Cette implication citadine confirme encore la richesse de l'échange homme-nature. Voilà un petit peu les discours, les représentations qu'on peut avoir de deux côtés. Et là, je vais aborder un truc assez simple. Et vous allez me dire, oui, les pratiques des jardiniers, a priori, on les connaît. Ils font du jardinage. Alors, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ma thèse et ce que je cherchais à montrer, c'est que ces espaces de jardinage, jardin partagé ou jardin de rue, en fait, ça va bien au-delà du simple jardinage. Et en fait, ce que j'essayais de montrer, c'est qu'au travers des pratiques que les jardiniers ont, et au travers aussi de leur représentation, c'est pour ça que j'en ai parlé, et se crée en fait plein de choses. Et cet espace de jardin, cet espace de jardinage, et bien finalement, c'est pas qu'un espace où on va produire quelque chose. C'est pas qu'un espace de jardinage finalement. Alors, c'est un lieu d'activités diverses. On a des journées de plantation, on a des activités qui concernent tout simplement le taillage, l'arrosage, des choses très basiques, le ramassage de feuilles, etc., plus ou moins en fonction de la saison. On a aussi des chantiers qui sont collectifs, construction d'une rosace de fleurs, réparation d'une barrière, plantation, etc., etc. On a évidemment des repas partagés aussi qui se tiennent sur ces jardins, on a potentiellement des événements divers, des conférences qui se passent, parfois des concerts aussi, si c'est produit sur certains jardins. Évidemment, on a beaucoup de discussions entre les jardiniers, on a parfois des choses un petit peu plus inédites comme des ruches aussi, et puis on a aussi des expérimentations qui s'y tiennent. Je parlais de la permaculture tout à l'heure, méthode Gertrude également. On a tout l'ensemble d'expérimentations qui s'y passent. Et moi, ce qui me fait lire, en fait, toutes ces activités, c'est très intéressant parce que moi, j'ai essayé de catégoriser un petit peu tout ce qui se passait sur ces jardins-là. Et ça m'a permis de montrer, en fait, que, tiens, évidemment, on a des activités collectives, donc ça ne surprend personne sur ces jardins, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aussi, on a des activités qui sont des activités citoyenne en quelque sorte. Je parlais de l'idée de réappropriation tout à l'heure, je parlais de cette idée de participer à l'action de la cité, mais on a aussi des dynamiques qui sont des dynamiques écologiques ou environnementales. On n'utilise pas d'engrais, on n'utilise pas de pesticides, on ne fait pas ça pour se nourrir, donc nous on peut se rater, a priori c'est pas un problème. C'est l'extrait que je vous ai mis en bas. Mais ce dont je me suis aperçu aussi, c'est qu'on a aussi des pratiques éducatives. Soit les jardiniers vont transmettre leurs connaissances à d'autres, soit tout simplement on va transmettre nos connaissances aux curieux, aux passants, ou on va transmettre nos connaissances à des classes, d'écoles alentour. Donc c'est aussi un lieu éducatif, c'est aussi un lieu évidemment de détente. Il y a des jardiniers qui viennent simplement pour lire un livre, il y a des jardiniers qui viennent pour passer leur coup de fil, ou d'autres qui viennent simplement pour travailler sur tout à fait autre chose que le jardinage. C'est évidemment un lieu, j'en ai parlé un petit peu, d'activité aussi productive, puisque l'idée, il y en a certains pour qui, j'aime bien aussi produire, j'aime bien que on puisse quand même avoir une récolte de tout ça. C'est le lieu évidemment d'activité expérimentale, j'en ai parlé, et puis c'est aussi le lieu, et ça m'a un petit peu plus surpris, de pratiques individuelles, où là se développe, mais finalement, au travers de tous ces chantiers collectifs, de toutes ces pratiques-là,
et ben, des pratiques aussi, ou des jardiniers vont vouloir tout simplement venir à des moments où d'autres ne sont pas forcément présents, venir à des moments, par exemple en semaine, parce que c'est vrai qu'il y a une temporalité qui est assez évidente sur ces jardins, c'est qu'on est plutôt là le samedi, on est plutôt éventuellement là le dimanche, l'après-midi notamment, et puis éventuellement les soirs de semaine quand c'est l'été parce qu'il faut arroser. Et puis voilà, les observations répétées m'ont montré que y a des jardiniers qui viennent de manière un petit peu plus, qui viennent en solo, parce qu'ils aiment bien aussi jardiner de manière individuelle, ça leur fait plaisir d'être seuls sur l'espace. Et puis aussi, c'est ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi le lieu de pratique que j'ai qualifié de pratique informelle. Et là, les pratiques informelles, c'était toutes ces pratiques qui n'étaient pas forcément déclarées à la municipalité. C'était des pratiques où les jardiniers me disaient, tiens, là par exemple, nous, il y avait une parcelle qui était inutilisée à côté de notre jardin, on se l'est approprié, on a planté des trucs, on a essayé, de toute façon, voilà, c'est pas dans la convention d'occupation, mais pourquoi pas, voilà, ça fait de mal à personne, de toute façon, voilà, c'est à côté de notre jardin, etc. C'est le cas aussi pour les jardins de rue, où les jardiniers, sans forcément le déclarer, ça s'appropriait des jardinières, ou posaient leurs jardinières dans la rue, et finalement, tentaient aussi cette sorte de réappropriation d'espace avec ce type de pratique, que là j'ai essayé de qualifier par ces pratiques informelles, donc tout cet ensemble de pratiques non déclarées. Et ce que je trouve très intéressant finalement, là-dedans, c'est justement cette diversité de pratiques, et qui montre aussi que ces espaces jardinés, c'est pas que des espaces de pratique de jardinage, mais qui s'y déploient en fait tout un ensemble d'autres choses. Et puis ce que je vais vous montrer dans cette dernière partie, je pense que j'arrive au bout du temps quasiment, ce que je vais vous montrer dans cette dernière partie, c'est comment en fait, à partir de ces espaces, ça peut permettre de penser de manière un peu plus globale comment ces espaces jardiniers, ils permettent en fait tout simplement de repenser la place de l'habitant dans l'urbain. Alors, déjà c'est, je peux aborder qu'est-ce que ces espaces jardiniers permettent, entre guillemets, de produire. Qu'est-ce qu'ils permettent de produire? Alors, ce qui est souvent mis en avant, et en tout cas ce qu'on met en avant dans nos recherches, c'est, par exemple, un des côtés évidents, et que mettaient aussi en valeur les jardiniers, c'était, nous, ça permet, ces jardins-là, ces jardins de rue, ces jardins partagés, ça permet de produire un certain paysage pour le quartier. Ça permet, nous on participe en fait à la construction du paysage du quartier. Ça permet de valoriser un petit peu le quartier qui est autour de nous. Ça permet de mettre de la verdure et donc de tempérer un petit peu ce quartier tout bétonné et du coup de lui mettre un côté un petit peu plus sympa. Donc il y a cette production de paysage, et puis deuxième point, c'est aussi finalement ce qu'on voit, c'est que a priori ces jardins ressemblent plutôt à un groupe autour de valeurs communes, qui montrent un certain engagement citoyen autour d'un objet commun qui est on va se réapproprier la ville, essayer de valoriser un espace, et puis évidemment avec tout un ensemble de pratiques que j'ai qualifiées de pratiques écologiques. Il y a un effet plus ou moins important aussi d'effet de lutte contre les îlots de chaleur, via la lutte contre la bétonisation, alors plus ou moins d'efficacité, mais qui ont le mérite d'exister. Alors, j'aurais pu mettre contre les îlots de chaleur et pour la biodiversité aussi, puisque c'était assez souvent mis en avant par les jardiniers, et ça ressort aussi dans les effets. Et puis l'autre chose, c'était tout simplement, ça permet aussi de participer au bien-être des habitants. Des participants évidemment, mais aussi des habitants alentours, puisqu'ils bénéficient finalement d'une sorte d'espace vert autour de chez eux ou au pied de chez eux, et ça participe aussi potentiellement au bien-être du quartier. Donc ça, tous ces points-là, moi ça m'a interrogé, et j'ai qualifié ça de sorte de service écosystémique en fait, c'est-à-dire de tous ces ensembles de services qui sont produits par la nature pour l'homme, si vous voulez, tous les bénéfices que peuvent tirer les humains de la nature, tout simplement. Donc il y a tout cet ensemble de bénéfices qui ressortent des jardins, de création de valeur finalement, de services écosystémiques, et puis ça permet aussi de créer une sorte de dépendance de sentier sur le territoire, une double dépendance de sentier en fait.
C'est-à-dire que ça permet de montrer cette création de jardin, d'espaces végétalisés, ça permet de montrer d'une part aux autres habitants, regardez, ça existe, c'est possible, on peut se réapproprier des espaces, on peut faire pousser des plantes, on peut faire pousser des roses trémières dans un quartier très minéral, et puis ça peut inspirer tout simplement les autres habitants. Le développement des jardins de rue, je ne vous le cache pas, c'est exactement ça. C'est parce qu'on a vu que ça se développe sur les quartiers, on dit tiens c'est sympa, tiens pourquoi nous on ne ferait pas la même chose sur notre quartier. Et puis, si je vous parlais de double dépendance de sentier, puisque ça crée aussi du côté du territoire, du côté des collectivités tout simplement, ça permet de mettre sur les rails, de dire tiens, la participation des citoyens à la fabrique de la ville, tiens, finalement ça permet de produire quelque chose de pas trop mal, ça permet, on voit qu'il y a assez peu d'abandon, et du coup ça intéresse de plus en plus, pas que les collectivités sur le terrain étudié sur Lyon, mais aussi d'autres collectivités, d'autres villes. D'autres métropoles. Et puis ça pose aussi les questions j'en ai beaucoup parlé ce soir, des questions d'appropriation des espaces urbains. On est face à des collectifs qui, a priori, s'approprient des espaces qui sont à la base des espaces publics. Et là, ça pose la question, c'est finalement à qui appartiennent ces espaces publics. Si on prend l'exemple des jardins de rue, à qui appartient cet espace du trottoir? Est-ce qu'il appartient finalement à l'habitant qui habite juste qui habite devant? Est-ce que ça appartient au collectif? Est-ce que ça appartient à la métropole? Est-ce que et cette réflexion-là, en fait, elle permet de questionner aussi finalement quel est le droit à la ville des habitants. Est-ce que ces espaces végétalisés ne permettent pas finalement de se réapproprier ces espaces qui n'appartenaient plus, qui d'ailleurs n'appartiennent pas encore aux habitants, puisque on crée des conventions, on crée des permis végétalisés pour que on dise tenez, là vous pouvez vous approprier cet espace, sinon vous ne pouvez pas. Donc ça permet vraiment de questionner à qui doivent appartenir ces espaces et est-ce qu'on peut pas finalement se développer ces sortes de réappropriation. Et donc ce qu'on voit, et ce que ça interroge, ce que j'ai mis ici, c'est ça interroge, donc on a quelque sorte un processus de réappropriation progressive de la fabrique de l'urbain par les habitants, via les devants de maisons, via les jardins partagés, via les bordures de trottoirs, et au travers de tout un ensemble de pratiques qui sont des pratiques quotidiennes finalement, qui sont des pratiques de jardinage. Ce qui est très intéressant, c'est que via ces pratiques quotidiennes, on est au cœur, on est en sorte de réponse au cœur de préoccupations actuelles. Participation des citoyens, connectivité des espaces verts, développement d'espaces verts, lutter contre les îlots de chaleur, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant via ces jardins, c'est que ça permet justement de penser les transformations présentes et les transformations à venir aussi des espaces urbains via la végétalisation qui, a priori, peut passer par les habitants. Et ce que je disais justement à l'instant, c'est que ces habitants réaffirment en quelque sorte leur sorte de droit à la ville. Donc, je vous disais, ils ont été dépossédés de ces espaces urbains. Mais vient quand même un problème là-dedans, c'est que certes on a ces changements en cours qui sont très intéressants, mais ces changements en cours, ils doivent s'accompagner aussi de changements dans la manière dont on pense et dans la manière dont on fabrique la ville, puisque s'ils veulent se pérenniser, pour l'instant, ces processus-là ne suffisent pas, puisque comme l'ont montré l'exemple de New York, comme le montrent certains exemples que je n'ai pas cités ici, donc pour l'évoquer dans les questions, de jardins lyonnais, il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure, mais on reste quand même fortement dépendant du bon vouloir politique ou du bon vouloir des acteurs au pouvoir à ce moment-là, municipalité ou métropole, tout dépend qui a la gestion de ces espaces-là à ce moment-là. Et donc voilà, ces changements en cours qui sont très intéressants, via ces pratiques de jardinage, pourront vraiment se pérenniser si et seulement si ça s'accompagne vraiment d'un profond changement des modes de participation des citoyens et ce que j'ai appelé ici justement ce mode de production de la ville. Donc je pense que le message final dans tout ça, ce sera peut-être que est-ce qu'on ne peut pas finalement un peu pousser dans cette appropriation, cette réappropriation des espaces,
et aider ces formes de jardinage à continuer finalement de se développer et à éviter une potentielle régression. Et j'en arrive au bout de mon intervention. Je vous remercie de votre attention. Merci. Et peut-être dois-je ajouter, j'attends vos questions. La méthode Gertrude, c'est quoi? Alors, je pense que certains connaissent mieux que moi dans la salle, mais je ne suis pas sûr. En fait, c'était l'idée d'associer des cultures, notamment d'associer des légumes avec certaines plantes, qu'on retrouve en partie, normalement, dans la permaculture aussi. Et donc ça, c'est les jardiniers sont assez friands de ces techniques-là, parce qu'il y a un côté très expérimental et voilà, on peut essayer de développer ça et on va tester si ça marche. C'est vrai que je n'ai pas trop parlé des populations qui étaient présentes sur ces jardins. Je suis passé volontairement vite sur certains points, mais c'est vrai qu'on a un petit peu deux populations qui sont réellement présentes sur ces jardins. D'un côté, on a une population de retraités, qui ont du temps tout simplement et qu'on a l'envie de s'occuper de ces espaces-là, qui sont déjà intégrés en fait à la base dans ces collectifs-là. Et puis on a une autre population qui est une population là plutôt de jeunes parents. Pour le coup d'ailleurs c'est très intéressant et c'est plutôt cette population-là de jeunes parents qui va pousser justement ce côté dont je vous parlais, ce côté expérimental, ce côté on jardine pour essayer, de produire. Et à contrario, le côté production, pour le coup, en tout cas sur les jardins observés, a plutôt été poussé sur les autres jardins, par l'autre population de jardiniers. Au niveau de la gestion des jardins partagés lyonnais, ils sont portés par des associations, il y a des salariés, comment ça fonctionne? Comme ailleurs, ouais, en fait c'est toujours géré par un collectif, donc une association effectivement. Les jardiniers sont obligés de se constituer en association tout simplement parce que y a une convention d'occupation qui va être passée avec alors pour le coup c'est la métropole à Lyon, normalement c'est les municipalités, mais ça dépend de qui a la gestion des espaces du coup. En fait on est obligé de se constituer en association pour pouvoir justement passer pour pouvoir faire cette convention d'occupation, alors une convention d'occupation temporaire d'ailleurs, j'ai oublié de souligner ce caractère-là. Et effectivement, c'est plutôt géré par beaucoup des associations. Par contre, il n'y a pas de salariés, hormis des cas où on est vraiment sur des jardins, où le jardin est géré en partie par un CCAS, un centre social, etc. Là, il peut effectivement y avoir, ou s'il y a un financement exceptionnel, là, il peut y avoir effectivement une animation, donc un salarié qui va animer le jardin. Mais là, on est sur des dynamiques, pour le coup, qui sont totalement différentes des jardins partagés tels que on les entend habituellement, ou les community gardens, comme j'en parlais tout à l'heure, dans le sens où le salarié ou la salariée va largement changer les choses et c'est cette personne-là qui va créer la dynamique de jardinage, voire va créer une certaine dépendance en fait à sa présence. Il va un petit peu trop habituer en tout cas les jardiniers à se reposer sur les initiatives en fait de l'animateur ou de l'animatrice. Donc c'est pour le coup vraiment des process un peu différents. On a quelques jardins, qui pour le coup, encore une fois, sont entre le jardin partagé et le jardin d'insertion, pour le coup, qui sont vraiment avec un animateur dédié à faire venir les populations alentours, qui pour le coup sont sur des quartiers, qui sont plutôt des quartiers
plutôt les quartiers pauvres, et où là l'idée c'est vraiment on fait venir les populations autour et on essaye de les rassembler autour du jardinage, qui marche plus ou moins bien en fonction des territoires. Et vous me faites penser à un point très important que je n'ai pas abordé, c'est que à la base il y a une incertitude en fait, qui règne dans ces process jardiniers qui est en fait un caractère éphémère. Cette convention d'occupation dont je parlais, elle peut être vue un peu comme une épée de Damoclès. C'est-à-dire que les jardiniers, ils passent une convention, l'association passe une convention d'occupation avec la municipalité. Donc on vous autorise de jardiner sur ce terrain-là pendant, alors avant c'était 1 an ou 3 ans, et il me semble que maintenant sur Lyon on a essayé de généraliser le 3 ans, parce que 1 an c'était pas beaucoup, quand même, et avec en fait l'idée de dire, mais en fait on est sur des espaces en friche, peut-être que dans 1 an, il y a un promoteur qui va vouloir récupérer cet espace, ou peut-être que la ville va vouloir en faire quelque chose. On ne sait jamais. Et donc c'est pour ça que ces conventions-là, elles ont été créées par cette visée aussi éphémère, qui est de dire, voilà, et c'est vrai que je n'ai pas abordé ça aussi dans ma présentation, mais ces jardinages-là, vus par la ville, ça devait au départ avoir ce côté très éphémère. Ça doit occuper une friche le temps que quelque chose d'autre vienne. Mais ce qui est très intéressant sur ces jardins partagés, pour le coup, c'est qu'en fait, ce côté éphémère n'est absolument pas, n'apparaît finalement absolument pas, à part dans cette convention. Et la plupart des jardins qui sont créés même il y a 20 ans existent encore aujourd'hui. Et finalement, ce côté, tiens, on aménage cet espace pour 1 an parce que l'année prochaine on va en faire un immeuble, un parking, parce que voilà, on est en train de rénover la gare qui est à côté, et bien finalement on s'aperçoit que les occupations sont beaucoup plus durables. Alors pour tout un ensemble de raisons, peut-être qu'on voit que effectivement ça marche, ça mobilise des gens, et que ça crée un joli espace et qu'on n'a pas envie de détruire cet espace. Alors, on a eu quelques cas, pas beaucoup, de fermeture de jardins, 2 en l'occurrence, pour le coup, en tout cas 2 à ma connaissance sur Lyon, mais en tout cas qui n'ont pas été pour ce caractère éphémère. C'était pour d'autres raisons. Mais effectivement, au départ, il y avait ce côté vraiment... vous occupez l'espace pour un temps défini, donc c'est vrai que certains jardiniers voient ça aussi comme un côté, oui, le jardinage, ça se fait pas en 6 mois en fait, ça se fait sur du temps long. Donc votre convention d'1 an, vous êtes bien gentil, mais c'est pas beaucoup. Donc effectivement, voilà. Mais dans les faits, ce côté éphémère n'apparaît pas vraiment. Mais, voilà. Est-ce que cette relative pérennité du coup des jardins, elle va jusqu'à se traduire par une évolution au niveau des zonages du PLU par exemple, lors des révisions, avec du coup une prise en compte de ces espaces dans l'aménagement urbain d'une manière plus durable? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces jardins ne sont toujours pas, à contrario des jardins familiaux, ne sont toujours pas ancrés dans la loi, en fait, dans la législation. Il y a une loi il y a un texte de loi qui date de 2003, je crois, de 2003, et qui en fait n'avait jamais été proposé ni validé. Et du coup, le problème de ces jardins partagés, c'est qu'ils ne sont pas inscrits officiellement dans la loi. Donc pas reconnus, logiquement, par la législation, tout comme d'ailleurs les jardins de rue. Et donc, pour l'instant, en tout cas, ils ne font pas vraiment partie des projets d'aménagement des PLU, parce que, tout simplement, c'est supposé aussi être des espaces éphémères. Et donc, on les considère pas encore, en tout cas, sur ce long terme-là. Donc, je pense que ça traduit aussi un fait assez simple, qui est de dire, on ne sait pas si le jardin il existera encore dans 5 ans ou dans 4 ans, quoi. Donc, peut-être que si tous les jardiniers abandonnent, ou si le terrain devient particulièrement en vue, peut-être qu'on ne va pas forcément le préserver. Donc là, pour le coup, c'est vraiment différent d'un parc ou d'autre chose, dans le sens où on n'a pas vraiment cette inscription dans le projet de territoire, en fait. Si ça répond à la question, je crois. Mais c'est pour ça aussi que j'ai un peu insisté là-dessus. On est vraiment sur des process, sur des initiatives qui sont habitantes, qui sont citoyennes,
et qui sont encadrés, alors qui sont de plus en plus encadrés par les collectivités alentours, mais on reste sur quelque chose de vraiment habitant, voire sur quelque chose d'un peu bricolé, quoi. Voilà, on n'est pas encore sur des espaces comme peuvent l'être les parcs, ou comme peuvent être encadrés aussi les jardins ouvriers ou familiaux, comme on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que sur Lyon, il y a des expériences de végétalisation, d'installation de jardins sur des toitures d'immeubles, d'habitations, d'entreprises, de la ville? Jardin partagé ou peu importe? Peu importe. En fait, les toitures, ils se développent deux mouvements pour les toitures. Un mouvement où on a un côté très technologique et on va dire, sur nos toitures, on va essayer de faire du jardinage en reproduisant les conditions idéales d'un jardin avec de la luminosité, grosso modo, on construit des serres technologiques sur les toits pour essayer de faire pousser quelque chose. Ça, il y en a beaucoup à Paris, pas beaucoup moins à Lyon, mais il y a ce côté vraiment expérimental et on est en train d'essayer de créer ça. Plus ou moins, parce qu'on est encore dans le jardinage pour le coup. Et il y a un côté végétalisation des toits, et là on est plus sur un mouvement lié aux entreprises. Il me semble que c'est le siège de la BNP à Lyon, je crois, qui avait fait un appel à projet pour, si des salariés peuvent être coachés par un collectif, et peuvent du coup se réapproprier, et on va installer des jardinières sur les toits, et ça permettra du coup pour les salariés d'avoir un petit surplus de légumes, d'apprendre un petit peu à jardiner, puis évidemment il y a le côté social, team building, etc. derrière. Et du coup, il y a aussi ce mouvement-là qui se développe via les jardins sur les toits. Mis à part ça, c'est pas encore quelque chose qui se fait beaucoup. J'en ai discuté récemment avec des jardiniers qui essayent de développer ça, pour le coup, plus à Chambéry. Où là il y avait un côté beaucoup plus habitant, on veut créer des jardinières sur les toits, on veut végétaliser les toits pour justement tous les bénéfices qu'on sait aussi sur justement réduction de la chaleur, garder l'air frais, etc. Biodiversité, machin. Mais là le problème c'est que en fait ils s'exposent au droit, à la législation, au risque surtout, et au fait qu'à la base les bâtiments n'ont pas été du tout prévus pour ça. Et du coup, le poids potentiel de la végétalisation, le poids potentiel de la terre, ça n'a pas été prévu dans la construction de départ. Et si ça n'avait pas été prévu, là, ça relève d'un certain danger. Alors, outre les potentielles infiltrations d'eau dont on a toujours peur, etc. Mais il y a ce côté non prévu au départ, pour le coup. Et donc, ces jardins, pour le coup, sur les toits, qui, il y a 5 ans, moi, quand j'avais commencé mon travail, devaient vraiment se développer, notamment à Lyon, finalement se sont pas beaucoup développés parce que ils sont un peu bloqués par ce côté faisabilité tout simplement. J'aurais pu parler plus longtemps. Moi j'avais encore 1 heure de présentation. Hein. Vous avez su. Au niveau des financements, c'est sur ces 25 dernières années, les jardins partagés se sont beaucoup développés, premièrement avec le soutien de la Fondation de France dans un premier temps, puis après des collectivités locales. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un petit peu un frein sur le développement de ces jardins partagés qui serait lié à une sorte de lassitude des financeurs, que ce soit collectivités ou fondations, qui sont toujours en recherche d'innovation, et du coup les jardins seraient un peu passés de mode, et du coup peineraient aujourd'hui à trouver des soutiens publics ou privés pour financer ces projets? Alors, en fait, les financements pour les jardins, ça consiste principalement à l'aménagement du terrain, à la mise aux normes du terrain, c'est-à-dire éventuellement l'élagage des arbres si ça représente un danger, aplanissement, rajout de terre, construction de bacs, on n'a pas parlé de la pollution aussi de la terre,
qui est un autre grand sujet sur les jardins de rue et les jardins partagés. Les terrains sont potentiellement aussi très pollués, etc. Donc il faudrait que je vous parle de ça après. Et du coup, les financements permettent essentiellement, pour le coup, cet aménagement de départ. Derrière, les jardiniers vont demander des subventions, mais qui sont pas grand-chose. Hein. La plupart des jardins vont demander, je sais plus combien c'était 800 euros, 1000 euros sur un an, voire 2 ans pour certains, parce qu'en fait, ils les utilisent principalement pour des outils, des graines, pour des achats d'occasion, etc. Alors il y a d'autres qui sont plus engagés dans des projets, et là, par exemple, il faut construire une cabane pour les outils, là c'est un peu plus coûteux, donc effectivement la subvention va permettre de combler ça, et donc va être un peu plus grande. Et pour le coup, justement le coût des jardins représente pas tant que ça, on va dire, s'il n'y a pas un gros aménagement à faire. Enfin, sur certains jardins, il y a un gros aménagement à faire de départ. Mais s'il n'y a pas ce gros aménagement à faire de départ, ça représente finalement pas tant de choses que ça. Après, effectivement, du côté pour le coup des financeurs, en tout cas, alors, mis à part effectivement les subventions aux associations qui ont été largement coupées à l'arrivée de notre... il y a quelques années, je vous laisserai relier aux faits politiques qui correspondent, les fonds des associations ont été un peu coupés, mais en tout cas les jardiniers, les jardins partagés en tout cas, représentent assez peu là-dedans, et du coup les collectifs finalement mobilisent assez peu d'investissement de la part de la collectivité. Moi, ce que me disaient les collectivités, c'était que voilà, nous, ils nous demandent vraiment pas grand-chose du tout, et l'investissement, c'est vraiment l'investissement de départ, c'est vraiment ce côté on aménage le jardin. Le reste, c'est effectivement les subventions, là pour le coup, par contre, Passe Jardin, qui a dû, comme on en parlait au début, réduire ses activités. Là, donc Passe Jardin, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est une association qui forme les jardiniers, qui aide au développement des jardins, qui se basait sur justement toute la région Rhône-Alpes, et qui là maintenant se base que sur Lyon, puisque les subventions ont largement, très très largement été réduites. Et donc, mais par contre, les jardins eux-mêmes ont beaucoup moins été touchés par ce fait-là, et parce que les jardiniers utilisent très peu, et ce que les jardiniers disaient, c'est qu'en fait, nous on a 800 euros pour 2 ans, et en fait on les utilise qu'en partie, parce que on n'aura pas forcément besoin. Et après, voilà, ce côté, effectivement, lassitude est passé de mode, moi je le verrais peut-être un peu plus, je le vois pas encore. En tout cas, je ne l'ai pas vu, mais c'est un peu la crainte que peuvent avoir les jardiniers, et c'est pour ça que je vais aussi terminer un petit peu là-dessus, en disant il y a quand même une forte dépendance aux collectivités dans ces formes de réappropriation urbaine, et finalement, s'il y a une forme de lassitude, comme on a pu en avoir aux États-Unis, comme je vous l'ai montré avec les jardins communautaires, en fait, qu'est-ce qui nous empêche en France de connaître le même phénomène de lassitude, parce que là, alors aujourd'hui c'est peut-être un peu différent, parce que on montre aujourd'hui que c'est des espaces qui créent aussi une certaine biodiversité, on est en plein dans des thématiques qui sont aujourd'hui des thématiques dont on se questionne en ville, hein, des thématiques de biodiversité, des thématiques d'îlots de chaleur, les thématiques de végétalisation pour le bien-être, mais quid du fait que, par exemple, dans 5 ans, dans 10 ans, imaginons que ces thématiques-là passent un peu de mode, j'ai un peu d'éduque là-dessus, mais sait-on jamais, quid de la lassitude, effectivement, là pour le coup, des acteurs qui sont en charge du développement des jardins, vis-à-vis de ces espaces, et qui vont peut-être les réapproprier pour d'autres choses, ou peut-être les réapproprier pour des solutions plus technologiques, pompe à chaleur, pour nourrir le réseau de chaleur urbain, ou autre chose, quoi. Donc on est potentiellement soumis aussi à cette... Donc pour moi, ce côté lassitude, il serait plus du côté des acteurs, potentiellement encore, mais pas encore là, mais seulement des acteurs politiques dont sont largement dépendants les jardins pour l'instant. Est-ce que du coup, il y a une évolution avec le changement de municipalité à Lyon et sur la métropole urbaine pour le coup, on a assez peu de recul pour l'instant pour dire ça, mais ce qu'on a par exemple observé à Grenoble, c'est que, et ce que j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec des jardiniers, en fait on ne voit pas vraiment de différence. En fait on avait des dynamiques qui continuent, qui sont créées, et qui continuent,
malgré la gouvernance et malgré on va dire, l'orientation politique centrale, enfin de la mairie centrale, on va dire, de la ville. Donc c'est le cas sur Grenoble, hein, les jardins qui ont été créés sur Grenoble, c'était bien avant la municipalité verte. Les jardins qui ont été créés sur Lyon, c'était encore sous Gérard Collomb, je pense, restait un petit moment. Donc ça pour le coup, peu importe l'orientation politique, moi j'ai eu l'impression que c'était quand même quelque chose qui se créait vraiment à côté de ça, et qui continue malgré ça. Et du coup que les acteurs politiques acceptent un petit peu ce côté développement de jardin. Alors, il faut dire aussi que ça reste quand même des développements assez discrets. On est réunis pour en parler et on a une certaine affinité avec le sujet. Ça reste un sujet qui est quand même assez discret. Et si on parle des jardins de rue, ça reste un sujet qui est encore plus discret et dont là les acteurs politiques sont pour la plupart même pas trop au courant de ces processus-là. Donc pour le coup, on verra, hein, peut-être que dans 3 ans, ça me donnera tort et on verra qu'à Grenoble et à Lyon se sont développés énormément de jardins de rue et de jardins partagés. Mais voilà, moi j'ai l'impression que c'est un peu décorrélé de cette action politique et que ça dépend plus des autres acteurs décideurs locaux, moins du bord politique mais plus de ceux qui sont là. Peu importe l'orientation qu'ils ont, en quelque sorte. Moi je me pose des questions. Comment on décide d'un jardin collectif? Parce qu'en ville il y a pratiquement du béton. Si on trouve un jardin collectif à faire, il faut bien de la bonne terre, il faut bien du substrat, il faut bien qui en apporte, est-ce que c'est les acteurs de ces jardins? Comment ça se passe? Il y a bien de l'argent à mettre sur de l'apport de terre? Ouais, exactement. Ouais. Ce que je disais tout à l'heure sur l'aménagement justement des espaces, c'est exactement ça. En fait, en ville, la problématique qu'on a, et on s'est aperçu un petit peu tard, c'était qu'on était sur des terrains très pollués, très largement pollués. Là, pour le coup, on s'est inspiré des expérimentations qu'ils ont fait à Détroit, où là, en fait, il y a eu des tests systématiques de pollution des sols qui ont été faits avant d'instaurer, puisque alors, Détroit, ils sont beaucoup plus engagés. Et pour le coup, on n'est plus dans des jardins, mais on est vraiment dans l'agriculture urbaine. Et du coup, là, à Lyon, on a commencé à tester les sols, je crois en 2011, il me semble, systématiquement. Et là, effectivement, on s'aperçoit que, la terre qui est là, elle n'est pas top pour cultiver. Donc, il faut apporter, alors, tu le disais tout à l'heure, soit il faut créer des bacs et du coup apporter de la terre en plus et séparer la terre du bac du reste, ou alors, tout simplement, il est arrivé aussi que certains terrains n'étaient pas pollués, je pense au jardin que j'ai mis en l'occurrence en photo ici. Là, la terre n'était pas polluée, donc les jardiniers peuvent cultiver pour le coup en pleine terre, et là, il n'y avait pas vraiment d'aménagement à faire. En tout cas, s'il y a des aménagements, s'il y a du substrat à amener, s'il y a quelque chose à aménager, c'est vraiment pour le coup la collectivité qui va s'en charger et qui va financer ça. Donc, qui va financer ça via une entreprise pour le coup. Mais c'est pas les jardiniers qui se chargent de ça. Et après, comment ça se crée, je pense que c'est aussi une question qui est restée assez opaque après la présentation. Comment ça se crée, c'est vraiment le collectif de citoyens qui va, ou alors ça peut partir d'un habitant qui voit un espace qui est inutilisé, où les gens, alors en l'occurrence pour ce jardin-là, qui est le jardin de la Muette, donc le camp de Croix-Rousse, c'était une décharge en fait où les gens venaient jeter leur frigo, leurs pneus, c'était dans les escaliers, entre les quais justement et Croix-Rousse, et donc c'était un dépotoir. Et donc des habitants se sont dit, tiens, en fait, c'est quand même dommage, c'est un bel espace, c'est une belle vue, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire quelque chose? Et donc c'est instauré un processus de négociation avec justement pour le coup la municipalité. On dit oui, c'est plutôt une bonne idée, plutôt que d'avoir une décharge, si on peut avoir un jardin entretenu par des habitants qui ne coûte pas grand chose, pourquoi pas. Voilà un petit peu comment on se fabrique les choses. Ça peut partir de quelqu'un tout simplement qui perçoit un espace, ça peut partir d'un collectif, ça peut partir d'un conseil de quartier. Et je vous avoue que maintenant c'est quand même plutôt ça, d'un conseil de quartier, voire ça peut partir aussi maintenant d'un promoteur immobilier qui a construit,
qui a fait émerger un nouveau quartier. On a beaucoup de choses, on a beaucoup d'exemples comme ça à Lyon, puis qui réserve finalement une grande bande au milieu de ce quartier-là de terre. Il dit bon voilà, au lieu de faire un espace vert bête et méchant, ben, on va faire un jardin partagé. Donc est-ce que les habitants vont vouloir participer, etc., pour faire un appel, pour que les gens se constituent en collectif et prennent possession de l'espace. Voilà un petit peu, on a grosso modo un peu deux processus, quoi. J'ai esquissé peut-être trop brièvement dans la présentation, mais avec l'idée que justement ce second processus dont je parlais, donc, où là l'initiative vient plus vraiment des habitants, et ben il commence à émerger et il commence à avoir une petite importance. Il faut dire aussi qu'on a de moins en moins d'espaces, on a de moins en moins de friches aussi, puisque ces espaces-là sont soit réaménagés, le terrain en ville a acquis une certaine valeur et acquiert de plus en plus une valeur énorme. Et du coup, soit ces espaces sont réaménagés, rachetés, ou soit effectivement c'est déjà des espaces végétalisés, soit des parcs, soit des squares, soit justement des jardins partagés. Donc il en reste, en tout cas à Lyon, pas beaucoup des espaces comme ça. Donc c'est pour ça que s'en crée pas beaucoup des jardins partagés chaque année à Lyon. Si ça répond, si ça éclaircit un petit peu le processus du coup pour vous. Je me posais une question en termes de vandalisme. C'est comment c'est voilà, comment c'est, je ne vais pas dire agressé, mais enfin, en fait comment c'est pas sécurisé non plus, parce que j'imagine que l'idée c'est pas de parler de mètres de grille, mais ouais, est-ce que c'est beaucoup le sujet du vandalisme ou est-ce que globalement c'est très respecté comme environnement? C'est une bonne question et c'est un concernement de beaucoup de jardiniers que beaucoup de jardiniers se posent. Généralement, c'est alors en fait les jardins partagés, dans la majorité des cas, vont être séparés d'une clôture. Alors plus ou moins haute, il y a des jardins où elle arrive à mi-hauteur et donc on peut facilement passer par-dessus. Il y a des clôtures qui sont un peu plus hautes et où là on ne peut vraiment pas pénétrer sur le jardin. Donc là, pour le coup, le vandalisme, il peut y en avoir, même sur ces jardins pour une clôture, où là les gens vont escalader et puis vont brûler les arrosoirs pour embêter quoi. Mais ça arrive pas fréquemment. Et ce qui est assez étonnant, c'est que sur les jardins où la clôture est encore plus basse, donc on peut accéder assez facilement finalement, et bien là on a vraiment pas beaucoup, voire très peu, voire quasiment pas de vandalisme. Et à part des fleurs éventuellement piétinées, ou alors des chiens qui vont pénétrer sur le jardin, qui vont sauter par-dessus, et ou des espaces qui vont devenir un peu des crottoirs, en fait il n'y en a pas tant que ça du vandalisme, donc il y a un certain respect de ces espaces-là. Et si on prend l'exemple, pour le coup, le vandalisme, il pourrait apparaître encore plus pour les jardins de rue, qui pour le coup sont accessibles et chacun pourrait couper les fleurs pour les prendre chez lui. Les chiens peuvent s'en servir encore une fois pour leurs besoins. Et là encore, alors, je ne vous cache pas que là par contre c'est un peu plus soumis au vandalisme. Donc vandalisme pour le coup plus canin, parce que c'est plutôt les chiens qui vont faire leurs besoins dans ces petits espaces-là. Ça c'est un peu embêtant. Mais c'est très respecté dans le sens où en fait les gens les remarquent pas forcément en fait, ces jardins-là. Et il y a vraiment quelques cas où les gens viennent arracher les fleurs pour aller mettre chez eux, mais ça reste très minoritaire par rapport au nombre de jardins de rue sur le territoire. Et ça, c'est effectivement une question, c'est assez étonnant de voir que c'est très peu vandalisé. Et c'est pareil, on aurait pu croire que sur les jardins partagés, tous les légumes soient volés rapidement. Alors, oui, ça arrive. Il y a des jardins où les tomates se font voler quand elles sont encore vertes, etc. Pour tout. Ça arrive, mais encore une fois, c'est pas très fréquent. Et, voilà. Et oui, c'est une question que se posent beaucoup de jardiniers, mais qui n'est pas non plus un des gros problèmes. Et encore une fois, ce qui est assez étonnant. Et pratiquement, les acteurs de ces jardins, ils sèment et ils plantent ensemble, et ils sèment et ils récoltent ensemble aussi. Comment ça se passe? Ouais, l'idée alors. Ils se partagent le butin, on va ainsi dire, ou... Alors, ça c'est la question. Il n'y en a pas qui essayent de grappiller plus que d'autres, etc. Ça c'est toujours la question que vont poser les habitants qui arrivent, qui veulent participer. Effectivement. Donc là il y a deux choses, c'est effectivement comment on se répartit la production.
Et puis la deuxième question que je vois, c'est comment on fonctionne. Alors effectivement, on fonctionne de manière collective, et c'est là, selon moi, la plus grosse difficulté, le plus gros défi à relever sur ces jardins, c'est comment on fonctionne de manière collective sur des pratiques qui sont a priori des pratiques quand même individuelles. Donc effectivement, ils fonctionnent de manière collective en créant des groupes, a priori, de jardinage. C'est-à-dire, certains vont s'occuper de cet espace, d'autres de cet espace. Là, sur le chantier, on va se regrouper, on est 10, donc certains vont faire ça, certains vont faire ça. Et du coup, voilà, il y a une certaine répartition des tâches qui s'opère, plutôt entre groupes, d'ailleurs, plutôt qu'entre individus. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de fonctionner en collectif, mais ce que j'essaye aussi de montrer dans mon travail, c'est que malgré ça, il y a quand même des gens qui veulent, eux, jardiner de manière un peu plus individuelle, qui veulent, alors pas forcément pour leur récolte, mais tout simplement pour être tranquille, pour pas avoir à expliquer 15 fois que non, faut pas tailler comme ça, non, il faut pas planter comme ça, etc. Parce que c'est aussi ça, les jardins partagés, c'est faire apprendre ou apprendre aussi des autres, et du coup, pour certains, c'est pas toujours évident. Donc, en tout cas, ils essayent de fonctionner de manière collective, donc de manière très pratico-pratique. Ceux qui ont planté à tel endroit, pour informer les autres, ils vont laisser des messages dans la cabane, sur une ardoise, dans le cahier. Ils vont dire, tiens, nous on a planté à tel endroit, où ils vont mettre une petite pancarte, nous on a planté ici, il y a les graines de nos tomates, attention. Il y a nos patates à cet endroit-là, attention. Je ne vous cache pas que le jardin étant collectif, très fréquemment, des jardiniers viennent planter par-dessus ceux qui ont déjà planté. Ça, évidemment, ça arrive et c'est source de bon nombre de frustrations, évidemment. Pareil pour ceux qui viennent tailler des choses qu'il ne fallait pas tailler ou arroser en trop, etc. Donc des fois, la communication ne se fait pas toujours bien. Et après, il faut aussi voir que au sein de ces espaces, il faut se représenter des collectifs qui sont finalement pas très grands. Le plus gros jardin à Lyon, c'est certes 80 adhérents. C'est beaucoup, disons 80 adhérents, même si on a 1000 mètres carrés, comme on les met. Et en fait, dans ces 80, il y en a 10 qui vont être un noyau et qui vont venir jardiner lors des activités collectives. Et dans ces 10, on en a 2 qui vont venir chaque soir pour arroser en été, ou 3. Voilà, donc en fait, dans chaque jardin, on a vraiment un temps de noyau de jardiniers qui, eux, vont s'occuper, et pour le coup, là, la communication se fait un petit peu mieux. Et le reste des jardiniers vont venir de manière beaucoup plus ponctuelle, soit, encore une fois, pour profiter et pour faire absolument autre chose que jardiner, parce qu'il n'y a pas que le jardinage qui se passe sur ces jardins. Il y a des gens qui viennent pour lire, pour profiter, d'autres qui viennent juste pour discuter, pour tailler le bout de gras, etc. Donc c'est aussi très intéressant. Puis aussi parce que certains ne savent pas jardiner. Voilà. Ils viennent quand même pour profiter de l'espace. Mais voilà, en tout cas, ce fonctionnement essaie de se faire en tout cas en collectif, dans des collectifs qui du coup sont assez finalement resserrés. Et après, comment se partage la récolte? Là, c'est la grande question que se posent beaucoup de jardins. Alors, il y a des jardins qui ont mis des règles. Voilà, ceux qui ont participé tant de fois ou tant d'heures pourront obtenir tant de récolte, machin. Il y en a d'autres où c'est beaucoup plus simple. Ceux qui sont là le jour de la récolte, ils repartent avec ce qu'ils veulent, point barre. Et puis il y en a d'autres où il n'y a pas vraiment. Et en fait, ce dont on s'aperçoit et qui est très amusant, c'est qu'en fait, il y a une gêne là-dedans, il n'y a pas grand monde en fait qui ose repartir avec la récolte. Et généralement, en fait, tout ce qui est produit sur les jardins, une partie de ce qui est produit, notamment ce qui est un peu plus rare, typiquement, les fraises par exemple, qui peuvent être beaucoup plus rares, et là les jardins ne vont pas oser les prendre, les jardiniers ne vont pas oser les prendre, et du coup ça va plus rester, voire pourrir ou être mangé par quelqu'un d'autre. Alors que on pourrait croire qu'effectivement on se jette dessus tout de suite, parce que non. Et ça c'est très étonnant. Du coup c'est pareil pour les légumes en fait. Et en fait, il y en a très peu qui viennent vraiment pour la récolte. Très peu. Si on a une, tant mieux. C'est super. Alors on va dire c'est super bon, c'est des magnifiques légumes parce que c'est nous qui les avons jardinés. Voilà, très peu viennent pour cette idée de récolter et du coup la répartition se fait sur la plupart des jardins de manière très naturelle. Il n'y a vraiment quasiment pas de conflit autour de ça, mis à part des cas très marginaux
de gens qui s'accaparent une partie de la récolte et qui fâchent un peu les autres, etc. Mais ça reste, voilà, on est plus sur une sorte de timidité, de peur de s'accaparer parce qu'on a peur d'être jugé par les autres, en fait, tout simplement. On va être obligé de vous... Ok. Ah oui, ça fait... Ok. Eh ben, merci de m'avoir écouté, merci aussi pour vos questions.